L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu le sort et l'histoire des Juifs de Tunisie et d'Algérie, de la présence européenne jusqu'à nos jours. Il nous faut donc maintenant reprendre l'histoire du Maroc depuis le protectorat instauré en 1912 par le maréchal Lyautey, qui avait un grand respect pour les indigènes et ne considérait en rien un pays protégé, entre guillemets, comme une colonie. D'autres n'auront pas ces scrupules, y compris au Maroc, où beaucoup d'Européens, sans que le Maroc devienne une colonie de peuplement, mais où beaucoup d'Européens iront chercher fortune. Est-ce que le protectorat change les choses pour les Juifs marocains ? Oui et non. Non, parce qu'il n'y a pas l'équivalent du décret Crémieux. Les Juifs marocains ne sont pas français. Ce sont des Juifs de nationalité marocaine et des sujets du sultan, comme le reste de la population. Oui, parce que les Juifs du Maroc vont profiter beaucoup, entre les deux guerres, de la présence française pour progresser socialement. Ils sont présents à Casablanca et constituent dans cette ville commerçante et industrielle une élite avec des avocats, des médecins et des commerçants importants. Pareil pour les grandes villes du pays, mais la vie traditionnelle juive subsiste, notamment dans le sud, dans la classe, l'anti-classe, le Tafilalet, et même dans des villes comme Fès, qui est une grande ville, qui est une des 5 plus grandes villes du Maroc. La vie traditionnelle continue, même si les Juifs apprennent facilement le français, même s'ils s'habillent à l'européenne et occupent des positions économiques et sociales souvent importantes. Les Juifs participent à la Première Guerre mondiale, comme les soldats marocains, et sont enrôlés dans le même cadre. Ils connaissent une période de prospérité jusqu'à la guerre. Et la guerre va changer un tout petit peu les choses. Vichy veut imposer aux Juifs le statut qui existe en France. Autant c'est possible pour les Juifs français, qui se voient effectivement imposer le statut des Juifs qui existe en métropole. Autant, quand elles désirent, ces autorités, appliquer ce statut aux Juifs marocains, le sultan, Mohamed V, s'y oppose. Alors, pourquoi s'y oppose-t-il ? D'abord, c'est vrai, on a dit, il a défendu les Juifs, c'est vrai. Il n'est pas antisémite, Mohamed V. Et donc, pour lui, il ne veut pas faire de différence entre ses sujets juifs et ses sujets musulmans. Donc, c'est vrai, et c'est par certains côtés un acte de courage. C'est aussi un acte de manifestation indépendantiste. Mohamed V a compris, après la défaite de la France en 1940, que les choses ne seront plus jamais comme avant et que, donc, il peut prendre des libertés avec le traité de protectorat pour affirmer, ce qui est en fait le traité de protectorat lui-même, pour affirmer qu'il a autorité sur ces sujets. Et donc, il refuse d'appliquer les lois de Vichy et les Juifs lui en seront reconnaissants. Après la guerre, les autorités françaises veulent continuer à maintenir le protectorat et à conserver l'ordre établi. Les Marocains veulent leur indépendance.
je passe sur les péripéties qui ont existé avec la tentative ridicule de chasser Mohamed V, qui est déporté à l'île de la Réunion, et de mettre à sa place sur le trône le Glaoui, pacha de Marrakech, qui était un vieillard pour le moins fatigué et qui n'avait aucune légitimité, puisqu'il n'appartenait pas à la dynastie alaouite, n'était en rien commandeur des croyants, comme l'est le sultan du Maroc. Donc, la tentative fait long feu, et en 1956, le Maroc devient indépendant. Mohamed V prend dans son premier gouvernement deux ministres juifs, l'un pour le tourisme, l'autre pour les postes et télécommunications, Monsieur Benzaken, qui est un des leaders de la communauté juive marocaine. Mais les choses vont progressivement se dégrader. Là aussi, comme en Algérie, et dans une moindre mesure en Tunisie, mais également, on assiste à une arabisation de l'enseignement. Le Maroc rejoint la Ligue arabe. Économiquement, les Juifs se sentent étouffés et veulent partir. Ils veulent partir, les plus pauvres veulent aller en Israël, les plus aisés veulent partir en France ou au Canada. Ces départs se font d'abord légalement, en liaison même avec l'agence juive qui était présente avant l'indépendance dans le pays, puis illégalement, quand elle est interdite, l'émigration continue, mais elle se traduit par une tragédie, et notamment la disparition d'un bateau d'émigrés clandestins, le Pisces, en 1961, qui fait plusieurs dizaines de morts dans son naufrage. Et à partir de là, la situation va se modifier dans un sens plus positif, mais avec des difficultés. C'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال على